Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce 4e épisode de la 2e saison d'Impact Podcast, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs. Avec moi aujourd'hui, un tech entrepreneur marocain et fier de l'être. Je ne vous en dis pas plus, vous aurez l'occasion de le découvrir avec moi tout au long de ce podcast. Smaïl Belkhiat, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. On va commencer comme à l'habitude dans ce podcast avec un petit brise-glace. Café ou thé? Thé sans sucre. Ok. Un super pouvoir? Un super pouvoir, j'aurais rêvé en avoir. Mais si tu devais en avoir un, tu aurais lequel? Écoute, celui de pouvoir arrêter le temps pour faire tout ce que je dois faire. Oui, ça peut être intéressant C'est comme génial pouvoir, comme super effectivement. pouvoir, n'est-ce Oui. Lève-tôt ou lève-tard? Ah, pour le coup, lève tard. Ponctuel ou en retard? Toujours en retard. Hyperactif? La preuve aujourd'hui. Hyperactif ou relax? Hyperactif. Ville ou campagne? Campagne. Livre ou film? Ah, ça c'est une question difficile. Ah. Les deux sont sympas. Chacun Donc, son plaisir. Nous. Non, exactement. Digital ou papier? Sans hésiter une seule seconde, digital. Ouais. Solo ou en équipe? En équipe. Ok. Risque ou prudence? Risque. Si on veut être entrepreneur, on est obligé de prendre des Il n'y a risques. pas d'entrepreneuriat sans risque. Tout à fait. Planifié ou spontané? Tout le temps spontané. Super. N'est-ce pas? On en parlait juste avant de commencer, effectivement. Innovateur ou traditionnel? Innovateur. Ben ouais, forcément. Forcément. Réseaux sociaux, oui ou non? Bonne question. Oui, mais principalement LinkedIn parce que je considère que c'est une super source d'information. J'évite le reste qui fait perdre beaucoup de temps parce que je n'ai pas forcément le temps. Forcément. Et dernière question, vacances à la plage ou à la montagne? À la plage. Et puis on a la chance d'habiter au Maroc, il y a beaucoup de plages. Forcément, il y a le choix en termes de plage. J'ai sciemment, je ne t'ai pas introduit en détail parce que justement, je voudrais que toi, tu nous parles de toi et que tu nous dises qui est Smaïl Belkhiat. Avec plaisir, encore une fois, merci pour l'invitation. Donc Smaïl Belkhiat est un Marocain qui est né à Rabat, qui a fait son lycée à Rabat avant d'avoir son bac et d'aller en Europe pour ses études. Donc j'ai fait une classe prépa et ensuite une école de commerce, Subdeco Paris, pour ne pas la citer. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que consultant dans un cabinet de conseil qui s'appelle le Boston Consulting Group. BCG. Et BCG, tout à fait, et qui a des bureaux finalement un peu partout dans le monde. Et j'ai eu la chance de faire partie des premiers, en tout cas de la première génération, à rejoindre le bureau de Casablanca, où j'ai passé des moments très agréables. Super. Alors, on a commencé avec tech entrepreneur marocain et fier de l'être, c'est ce que tu m'as dit. Et justement, ça nous amène à qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? D'où vient la motivation d'entreprendre chez Smaïl Belkhiat? Alors, fier de l'être parce que je pense que je fais partie des dinosaures de la tech. Et quand je dis dinosaures dans la tech, ça ne remonte pas à des siècles ou à des millénaires, dans le cas mais plutôt à une dizaine d'années. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on se lançait dans la tech au Maroc, tout le monde nous prenait pour un fou. Exact. Et souvent... C'était il n'y a pas si longtemps, parce que là, ça fait rigoler les gens, parce que l'entrepreneuriat est devenu à la mode, parce que les startups sont devenues à la mode, mais croyez-moi, il y a 10-15 ans... C'était loin de l'être. C'était très loin de l'être, et souvent, on confondait entrepreneur et chômeur, et un chômeur qui ne savouait pas l'être disait « Je suis entrepreneur ». Donc les choses ont bien changé, mais je suis resté très fier d'être entrepreneur et d'essayer de faire passer le mot sur tous les avantages de l'entrepreneuriat. Alors, ce qui m'a poussé, c'est que, bon, moi, j'ai souvent suivi ce qu'on m'a dit de faire. Quand j'étais au lycée, on m'a dit il faut faire un bac scientifique, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on m'a dit il faut faire une classe prépa, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on m'a dit il faut rentrer en grande école, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, en grande école, on m'a dit il faut rentrer en cabinet. Et c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, quand je suis arrivé en cabinet, j'avais 25 ans et on me disait maintenant, il faut faire partie des meilleurs pour continuer à progresser. Et je me suis dit, jusqu'à quand? C'est pas exactement ce que tu voulais faire. J'ai juste fait mon introspection et je me suis rendu compte que
ce que j'aimais, c'était justement de pouvoir être créatif, d'être innovant, de suivre mon instinct et de pouvoir prendre mes propres décisions. Encore une fois, hein, le cabinet de conseil a été extrêmement instructif. Enfin, c'était des moments très instructifs et où j'ai appris beaucoup. Je ne les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Mais c'est extrêmement guindé comme environnement, dans le sens où on a très peu de marge de manœuvre. Même lorsqu'on envoie une communication au client, oui. il faut que ce soit revu, structuré selon certaines normes, que ça réponde à des chartes de qualité. Et c'est, si tu veux, c'est rigide. Rigide et tout à l'inverse de l'entrepreneuriat, où j'ai vraiment envie de dire que c'est l'inverse, parce que dans l'entrepreneuriat, on n'a pas le temps d'être perfectionniste, de revoir les choses, flexible, de faire du qualitatif. On doit apprendre. Et j'ai dû travailler sur moi-même pour arrêter d'être perfectionniste et avancer le plus rapidement possible et itérer autant que possible. Donc, il y avait beaucoup c'est le fameux mode itératif de la start-up. Tout à fait. On commence par de l'imperfection, on tombe, on apprend, on améliore et on avance. Et donc, du coup, si je comprends bien, tu as décidé d'entreprendre au moment où tu as fait une introspection qui t'a poussé à retirer la casquette du bon élève. Tu as cessé de te dire qu'est-ce qu'il faut faire, je vais faire ça. En fait, j'ai retiré la casquette du suiveur social. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le terme. C'était la connotation de mon bon élève, tu vois, c'est entre guillemets. Cette pression sociale qui te dit que... de reproductibilité sociale. Tout à fait. Et tu sais, moi, je viens d'une famille assez traditionnelle où, comme toutes les mamans, je pense, du Maroc, elle souhaite le meilleur pour ses enfants et même pour elle, dire que son fils est avocat, médecin, dentiste ou cadre supérieur est un élément... Les professions stables, prestigieuses qu'on est fier de partager en société. Et en fait, je me suis tout simplement rendu compte qu'on est bon dans ce qu'on aime faire. Fais ce que tu aimes et tu ne travailleras jamais. Plus jamais un seul jour de ta vie. Exactement. Et donc, je me suis dit... À un moment, il faut apprendre à sortir de cette condition sociale, de prendre son destin en main et d'avoir le courage de suivre ses rêves et ce qu'on aime faire. Et donc, j'ai vraiment fait ce travail. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui nous écoutent à déjà savoir qui vous êtes réellement, parce que ça peut beaucoup vous aider. On a l'impression de se connaître, mais on ne se connaît pas forcément. Et déterminer quelles sont les choses que vous aimez dans la vie. Et essayer, dans la mesure du possible, ce n'est pas tout le temps possible, mais essayer essayer de faire de votre passion votre travail, et ce jour-là, vous arrêterez de travailler comme tu viens de dire. C'est ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte que moi, j'étais une sorte de geek qui aimait la technologie. Grand bien t'en fasse. Et je me suis dit, écoute, lance-toi, essaye. Et je suis devenu, comme ça, entrepreneur dans la tech, qui est vraiment un sujet qui me passionne. Et je ne compte plus mes heures. Tout à l'heure, tu demandais si j'étais hyperactif. La raison pour laquelle je suis hyperactif, c'est parce que je suis passionné par ce que je fais. Forcément. Alors justement, parle-moi de ce grand saut, de ce fameux moment où tu es devenu entrepreneur. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un moment ou un long process. Bon, il faut dire que moi, je viens d'un environnement aussi familial où autour de moi, il y a des entrepreneurs. Je pense particulièrement à mon grand frère qui, au-delà d'être un frère, est un modèle, qui réussit et qui échoue dans beaucoup de choses, mais qui a véhiculé pour moi une image extrêmement positive de l'entrepreneuriat. Image que j'ai essayé de suivre tant bien que mal. Et alors ensuite, j'ai essayé de m'auto-inculquer, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme l'art. On ne décide pas de devenir artiste. Il y a une partie qui s'apprend, il y a une partie qui est innée, il y a une partie qui est un appel vers la profession. Oui. Alors ensuite, il y a des moments qui sont de longs processus et il y a des moments qui sont plus instantanés. Et moi, ce moment instantané, ça a été notamment dans mon travail où on m'a donné des éléments de langage au moment où je devais intervenir sur un sujet auprès d'un client. Et on m'a dit, voilà comment tu dois dire les choses.
Et cet élément de langage m'a montré que je n'étais pas moi-même. Et ce jour-là, on m'a même souvent reproché un certain nombre de traits de caractère. Et ensuite, je suis tombé sur une citation d'un monsieur qui disait « Ce qu'on vous reproche, cultivez-le parce qu'en réalité, c'est vous. » Qui vous êtes. Et donc, je me suis dit « Bon, si je veux être qui je suis, à un moment, il faut que je retrouve cette liberté. Et cette liberté, on l'a grâce à l'entrepreneuriat. » Ouais. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est totalement libre. Hein. Oui. On a des actionnaires derrière nous, on a des clients, mais on a quand même une certaine forme de liberté, ne serait-ce que dans la définition du produit, de la culture, de la vision, du service, ainsi de suite. Forcément. Et du coup, processuellement ou instantanément, quand tu t'es lancé, quels sont les premiers défis que tu as rencontrés? Écoute, c'est pas ce qui manque, les défis. C'est pas ce qui manque. Il y en a beaucoup, mais il y en a un qui est, je pense, transverse de manière générale à tous les entrepreneurs dans la tech au Maroc. C'est que surtout souvent, il y a 10 ans. Et surtout il y a 10 ans, bon, de moins en moins, mais c'est toujours le cas. On reste dans un marché peu éduqué à un certain nombre de services. Donc, si tu veux, il y a un vrai travail d'éducation et de formation qui est souvent coûteux et qui nécessite de nombreux efforts. Et moi, j'étais en plein dedans. Parce qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas encore de téléphone. Les applications que tout le monde utilise aujourd'hui n'étaient pas forcément très utilisées à l'époque. Et il fallait vraiment accompagner cette conduite du changement. Et c'était parmi les gros obstacles que j'ai dû surmonter pour réussir mes projets. Et concrètement, comment ça s'est passé? On t'a donné des éléments de langage, tu t'es dit non, ça c'est pas moi, il faut que je me réalise, que j'exprime qui je suis vraiment, allez, je quitte, tu démissionnes, et qu'est-ce que tu fais? Ou tu travailles en parallèle avant de démissionner? Comment ça se passe? C'est une excellente question. Je pense que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui se posent cette question, en tout cas celles qui souhaitent devenir entrepreneur. Est-ce qu'il faut devenir entrepreneur en parallèle de son boulot, ou est-ce qu'il faut démissionner et se lancer à fond? Alors déjà, j'aimerais donner un conseil à tout le monde. J'entends certaines personnes vouloir devenir entrepreneur parce qu'elles considèrent que entrepreneur c'est fun, ou entrepreneur c'est trendy, ou entrepreneur c'est la mode. Toutes ces personnes-là, je leur dis surtout. Surtout devenez pas entrepreneur. Ne devenez pas entrepreneur. Ou surtout, par exemple, ceux qui se disent je veux être mon propre patron, je vais devenir entrepreneur. Mais en fait, non, parce que tes clients vont être tes patrons, ton banquier, tes fournisseurs, tes actionnaires, tes salariés seront tes patrons, surtout au démarrage de l'entreprise. Mais excuse-moi, on digresse. Mais tu as tout à fait raison. Je vais te dire, toutes les personnes qui veulent devenir entrepreneurs parce qu'elles considèrent qu'elles vont devenir plus libres, ou qu'elles vont pouvoir choisir leurs horaires, ou qu'elles vont gagner plus d'argent, elles vont vers l'entrepreneuriat pour les mauvaises raisons. C'est ça. La bonne raison de l'entrepreneuriat, c'est de se dire, j'ai identifié un problème. Et je pense que j'ai la solution à ce problème. Et mieux que ça, je pense que mon profil a un avantage comparatif. Capable de porter cette solution. Capable de mieux porter cette solution que mon voisin ou quelqu'un d'autre. Ce n'est que lorsqu'on a ces éléments qu'on peut décider d'y aller. Et ensuite, il y a d'autres éléments qui sont importants, notamment est-ce qu'il existe un marché, est-ce que la taille du marché le permet, et est-ce que j'aurai les moyens, pas forcément financiers, mais les moyens psychologiques, les moyens familiaux d'être entouré par les bonnes personnes pour y arriver. La capacité de me donner les moyens d'atteindre les objectifs que déjà je me suis fixé, parce qu'il faut commencer par se fixer des objectifs. Tout à fait. Alors, tu me dis comment ça s'est passé pour toi? Alors écoute, moi, donc je disais que j'étais donc collaborateur du BCG, et à l'époque, on recevait beaucoup d'experts de l'étranger qui venaient notamment pour nous accompagner sur des sujets précis auprès de certains clients. Et on devait forcément gérer leur logistique lorsqu'ils arrivaient à l'aéroport, puisqu'il fallait au moins les ramener au bureau, et puis les ramener à leurs hôtels, et ainsi de suite. Nous n'étions qu'un petit bureau à l'époque, et donc de nombreux services étaient externalisés vers des sociétés tierces, notamment de transport touristique. Étant marocain moi-même, on m'a demandé, en tant que consultant, d'aider dans la mise en place en tout cas dans la recherche des bons partenaires et prestataires
pour trouver ceux qui pouvaient potentiellement répondre aux besoins. Et ma foi, à l'époque, il existait de nombreux prestataires qui avaient des voitures qualitatives, mais dont malheureusement le service laissait à désirer. Et je me souviens même d'exemples précis où certains chauffeurs étaient mal habillés, mettaient la radio trop forte, souvent des radios qui ne correspondaient pas à ce qu'attendait le client. Et ce jour-là, je me suis dit, bon, il y a peut-être une opportunité à aller vers un service de qualité. Et c'est comme ça que j'ai monté à l'époque une société qui s'appelle votechauffeur.ma, vtc.ma, qui existe d'ailleurs toujours et qui a la chance d'avoir dans son tour de table de belles institutions comme le groupe Avis. Super. Ou encore le groupe Aqua, et qui aujourd'hui offre un service de transport touristique avec des chauffeurs bien habillés qui vous ouvrent la porte, un certain standing, qui vous offrent une petite bouteille d'eau, qui vous demandent ce que vous voulez écouter à la radio, qui conduisent sans fumer, sans crier sur les taxis d'à côté, et ainsi de suite. Etc. Oui, voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Alors, l'histoire de Smaïl Belkhiat commence avec votechauffeur.ma. C'était il y a 10 ans. Tu es pionnier, je me permets de te tutoyer, tu es pionnier dans le marché de la tech au Maroc. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment l'innovation se matérialise dans ton parcours? Quel marché tu décides de conquérir et comment tu choisis de tenter de te différencier sur ce marché? Ça fait beaucoup de questions, tu m'excuses. Écoute, je vais te dire, moi, mon innovation avant tout, elle vient du fait que je sois confronté à des problèmes au quotidien qui me laissent penser qu'il y aurait une solution pour les régler. Et donc, l'exemple de votre chauffeur est un excellent exemple lié à une problématique que j'ai essayé de régler en créant cette société. 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, je me marie. Donc je me suis marié, merci beaucoup. Et encore une fois, dans le cadre de la société marocaine, et je sais que ce que je vais dire va résonner dans l'esprit de beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui, mais la société marocaine souhaite que lorsque tu te maries, tu puisses accueillir ton épouse dans de bonnes conditions. La casquette du bon élève, encore une fois. Et la casquette du bon élève. Donc j'habitais à l'époque dans un logement qui ne m'aurait pas permis d'inviter ma belle famille dans de bonnes conditions. Et il a fallu que je cherche un endroit plus propice à une vie de famille. Et j'ai donc commencé à chercher. Et à l'époque, il y avait un portail qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle avito.ma et qui permet d'acheter des voitures, de trouver des téléphones, mais aussi des logements. Et donc, je me suis amusé j'étais sérieux et je cherchais un appartement sur Avito, ce qui m'a amené à contacter un certain nombre de personnes sur le portail, qui sont des indépendants qui mettent les biens. Et je me suis rendu compte que ces indépendants étaient en réalité des samsar, donc des intermédiaires immobiliers, qui me faisaient visiter un certain nombre de biens. Et lorsque j'arrivais, on me disait, écoute, le bien en question pour lequel tu nous as appelé, pas de chance, il a été loué ce matin. Et donc, mais j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Et les autres n'avaient absolument rien à voir avec le premier. Forcément. Et à l'issue de la visite, leur discours était de dire, écoute, j'ai passé avec toi une petite heure à visiter, il me faut un pourboire. Et en fait, je me suis rendu compte que leur véritable business model, ce n'était pas de louer l'appartement lui-même, parce qu'en fait, ils ne louaient pas les appartements. Leur business model consistait à faire des visites, à vivre et sur les visites, prendre des petits tickets. Et là, j'ai compris qu'il y avait une véritable opportunité et une niche de créer un portail qui, pour le coup, ait des biens qui ont été vérifiés, dont les personnes qui mettent les biens sont des personnes sérieuses et qui vous font de vraies visites pour vous louer les biens en question. Et c'est comme ça que j'ai monté Serrouti.ma, qui est donc aujourd'hui le portail immobilier au Maroc et qui, j'espère, a permis à de nombreuses personnes qui nous écoutent de louer ou d'acheter un bien. Très certainement. Ce qui change, moi j'ai le souvenir de gens qui me disaient, écoute, moi avant, tu me l'qahwa ou tu me samsar. Donc voilà, j'ai été content de participer. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens vont en ligne et
ont confiance dans les annonces qui sont en ligne, entre autres grâce au travail qu'on a pu faire sur les dernières années. Alors, Smaïl, on te connaît. Alors là, tu viens de nous parler de votechauffeur.ma, de Serrouti, mais je ne suis pas sûre que ce soit ceux pour lesquels tu es le plus célèbre. Donc, tu as enchaîné de start-up en start-up, serial start-upper. Pourrais-tu me dire la suite du parcours? Je suis curieuse et je suis sûre que nos téléspectateurs et auditeurs également. Écoute, je me suis marié. Oui. Et lorsqu'on se marie, parmi les choses qu'on fait, c'est qu'on va avec son épouse faire les courses. Oui. Et donc, j'ai déménagé dans un nouvel appartement qui avait dans sa rue une épicerie fort sympathique avec qui j'ai eu des relations amicales avec le temps. Et je me suis rendu compte que cette épicerie gérait mal son stock et puis surtout son temps, parce qu'il arrivait des moments où on arrive à l'épicerie, l'épicier a ses clients qui attendent, ses fournisseurs qui attendent, et il ne sait plus où donner de la tête. Et puis d'autres moments dans la même journée où on arrive à l'épicerie, il n'y a rien à faire. Et moi, en tant que personne relativement pressée, on en parlait tout à l'heure, hyperactive, si je vais passer plus que 2-3 minutes à l'épicerie, je préfère m'en aller. Et donc du coup, je vais ailleurs. Et je me suis rendu compte que cette épicerie perdait des clients. Et c'est comme ça qu'on a eu encore une fois l'idée, suite à un problème, avec mon épouse. Un coup d'opportunité. Mon épouse, qui se trouve être ma cofondatrice, on s'est dit, pourquoi? Il y a une opportunité ici, comme tu disais, et pourquoi ne pas la saisir en offrant ces petites épiceries une application leur permettant de commander les produits dont ils ont besoin au moment où il n'y a pas de clients chez eux. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé, qu'on a réussi à convaincre un grand nombre d'entre elles d'utiliser nos services. Et pour parler d'avenir, puisque ta question était sur l'avenir, aujourd'hui notre ambition et notre mission, au-delà de faire du e-commerce pour ces petites épiceries, c'est surtout de faire de l'inclusion digitale en leur offrant des services financiers, leur permettant eux-mêmes de pouvoir digitaliser les flux avec leurs fournisseurs, mais aussi avec leurs clients, en acceptant des cartes de paiement digitales ou encore en offrant des services de paiement. D'accord, donc c'est comme ça que Chéri est né. C'est exactement comme ça que Chéri est né. D'accord. Suite à un problème qu'on a identifié. Forcément, c'est toujours une start-up, même une entreprise qui réussit, un projet entrepreneurial qui réussit, est toujours parce il réussit toujours parce qu'il apporte une solution à un problème pour une catégorie donnée de personnes. Tout à fait. D'ailleurs, quand vous levez des fonds face à des business angels ou encore des venture capitalistes... Là encore, vous répondez à un problème, à une solution. Il y a un cadre qui s'appelle un pitch deck, qui est donc un document de levée de fonds dans lequel il y a une trame préétablie qui commence par quel est le problème que je vais adresser, quelle solution je vais y apporter et comment est-ce que je vais y arriver. C'est la base. C'est la base. C'est un incontournable. Tout à fait. Alors, tout au long de ce parcours entrepreneurial, tu as dû gérer des équipes. Parle-moi de ton voyage de leader. Écoute, quelles sont tes expériences en gestion d'équipe? Écoute, ce qui est amusant, c'est que quand j'étais au BCG, les personnes avec qui je travaillais étaient toutes des bacs +5, sorties des meilleures écoles. Forcément. Et en travaillant avec elles, j'avais l'impression que tout était simple, parce qu'il suffisait de parler d'une chose pour qu'elles comprennent des fois plus vite que nous-mêmes, on prend pour expliquer les choses. Et je me disais, finalement, c'est pas si compliqué, le travail en équipe. Ça ne marche pas avec tout le monde. Et donc, je suis sorti du BCG pour gérer des chauffeurs. Et je me suis rendu compte que les relations humaines n'étaient pas les mêmes et que c'était bien plus compliqué. Donc, crois-moi que j'ai dû déjà apprendre à mieux parler en arabe. J'ai dû apprendre certains codes que je ne maîtrisais pas forcément. Et j'ai eu la chance, tout au long de ma carrière, de travailler avec différentes catégories sociales et faire progresser un certain nombre de collaborateurs de positions qui étaient extrêmement basses vers des positions extrêmement hautes, ce qui m'a ouvert les yeux sur le fait qu'on a autour de nous de nombreuses un fort capital humain et qu'il suffit juste de le déceler pour en tirer le meilleur.
Forcément, donc le secret, c'est le capital humain. Mais tu as dit: «J'ai essayé, j'ai trouvé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela». Ce sont, pour certaines choses, des stratégies pour dépasser ces difficultés organisationnelles. Alors, quelles sont les stratégies, en détail, que tu as mises en place pour surmonter ces difficultés Alors, organisationnelles? donc moi j'ai différents types d'équipes. Excuse-moi, tu as teasé ma Non, curiosité, écoute, tu m'as donné des au bribes de contraire, stratégie. avec plaisir. Mais tu sais, moi, alors je vais prendre l'exemple de Chari, qui est D'accord. l'activité actuelle. On va pas parler de la partie services financiers qui, elle, requiert des cols blancs, notamment sur la partie conformité et développement informatique. On va Forcément. parler de la partie e-commerce qui, elle, requiert une ressource humaine importante, et notamment dans des métiers logistiques. Donc nous avons des préparateurs, nous avons des livreurs, nous avons des aides-livreurs, nous avons des agents du call center, et plus de 120 personnes aujourd'hui qui travaillent dans Ouais. ces métiers-là. Euh, et donc, il a fallu créer un modèle relativement pyramidal dans lequel on met des agents de supervision pour chaque 7 personnes. Mhm. Donc, chaque équipe de 7 livreurs ou chaque équipe de 7 manutentionnaires ou chaque équipe de 7 services clients sont supervisés par ce qu'on appelle un superviseur qui, lui, reporte un responsable de zone, qui derrière reporte à l'équipe commerciale ou l'équipe support Je et vois. ainsi de suite. Euh, et ça fonctionne. Alors ensuite, on analyse les résultats de chacun des collaborateurs, et lorsqu'on on se rend compte que l'un des collaborateurs performe mieux que les autres, on lui permet donc de progresser de manière à lui donner un parcours de carrière et lui donner envie de se donner à fond et de réussir et de progresser. D'accord. Ce qui est certainement une stratégie gagnante puisque les résultats sont l'essor de Chery, pour ne citer que Chery. Moi, je vais te dire, pour moi, il y a le secret de toute entreprise, quelle qu'elle soit, c'est deux choses. C'est le produit lui-même Et son capital. et son véritable capital, c'est son capital humain. Oui, forcément. Et par conséquent, lorsqu'on a une équipe talentueuse, la conséquence, c'est qu'on a un produit et un service de qualité. Et la conséquence, c'est qu'on a des clients satisfaits. Et la conséquence, c'est que la boîte prospère. Eh ben, ça fait beaucoup de succès et que des succès à venir, Inch'Allah. Mais Inch'Allah, c'est gentil. c'est beaucoup de chemin et de travail derrière, forcément. Mais avant d'arriver au succès, certainement, il y a dû y avoir des échecs, des apprentissages de ces Bien échecs. sûr. Bon, j'aime le dire parce que on a parlé de 3 startups, mais la raison pour laquelle on a parlé de ces startups, c'est parce qu'elles ont réussi. D'accord. La réalité, c'est que derrière ces 3 startups, il y a un cimetière de Combien allez? startups qui a échoué pour différentes raisons. Parmi lesquelles, j'ai le souvenir d'avoir lancé, il y a quelques années maintenant, un site de livraison de nourriture pour animaux, Mhm. chiens et chats. D'accord. Et je me suis tout simplement pas rendu compte à l'époque que le marché était trop petit pour justifier les coûts derrière la structure. Oui. Donc, c'est la première fois que j'en parle. Oui. Mais la réalité, c'est que derrière, derrière un entrepreneur qui réussit, il y a de nombreux échecs qui sont à l'origine du succès. Exactement. Parce qu'on apprend plus de ces échecs que de ses réussites. Et moi, il y a une image que j'aime beaucoup, qui est celle d'un entrepreneur flamboyant, dont on ne voit que l'image, enfin en tout cas que la face. Et lorsqu'on essaie d'aller derrière et qu'on voit le dos, ben, il est jonché et martelé. Et c'est la véritable image de l'iceberg dont on ne voit que la partie émergée. Voilà. Ouais, d'accord. Mais derrière, c'est en immergé, il y a tout le travail, il y a toutes les nuits blanches, il y a tous les moments de doute, il y a tous les échecs, il y a toutes les fois où on a failli abandonner. Et en fait, c'est un ascenseur émotionnel. Il y a des moments beaucoup de moments de doute et quelques moments de réussite. Et c'est ces moments de réussite qu'il faut cultiver, dont il faut tirer un maximum d'énergie et qui nous permet de survivre aux nombreux moments de doute.
Justement, ces moments de doute, c'est ce qui donne goût à l'échec, à la réussite et au succès. C'est ce qui permet de vraiment savourer ce succès puisqu'il est venu après un effort, après un certain nombre de difficultés. Et justement, je me plais toujours à aborder les échecs et les apprentissages qu'on tire de ces échecs avant de parler des succès parce que je considère que ces échecs-là, c'est ce qui forge le succès. Et d'ailleurs, je ne sais plus de qui est la citation, mais une citation qui m'a toujours marquée, à laquelle je tiens beaucoup, c'est l'expérience est le nom que les êtres humains donnent à leurs erreurs. Et donc, étant donné que... Alors, oui, je ne saurais pas citer qui est l'auteur de cette belle expression, mais j'aimerais en citer une qui ressemble à celle que tu viens de citer, qui dit que l'expérience est une lanterne qu'on met sur son dos pour montrer aux personnes qui nous suivent le chemin à prendre. Et aujourd'hui, ce même podcast, une des raisons pour lesquelles nous le faisons ensemble, c'est parce qu'il est de notre rôle et de notre devoir de montrer, en tout cas d'espérer et d'essayer de montrer le chemin et de donner des conseils à des personnes qui nous écoutent. Et je reviens à ce que tu disais, je suis totalement aligné sur le fait que l'expérience et les échecs sont la meilleure boussole vers ton succès. On vient d'inventer cette expression. Tu vois, il faut la noter. Voilà, si quelqu'un un jour la réutilise, ne faites pas comme elle en disant, je ne sais plus qui a dit un jour. Tu diras, voilà, c'est nous deux qui venons d'inventer une expression. Tout à fait. Alors justement, à la régie, tu vois qu'il faut être naturel. Tu coupes pas ça au montage. Hein. Alors justement, notre podcast a pour ambition d'inspirer de jeunes entrepreneurs, de jeunes start-upers. On a parlé des échecs et des apprentissages que tu as pu en tirer. Pourrais-tu donner des conseils à justement nos téléspectateurs et à nos auditeurs sur la gestion de l'échec, puisque échec il y aura. Oui. Et il faudra justement, le succès réside dans comment on va gérer ces échecs. Oui, tout à fait. Échec, il y aura. S'il n'y a pas d'échec, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Croyez-moi. Alors, quelques conseils. Le premier, c'est que je vais vous demander de bien vous entourer. L'entrepreneuriat, le plus gros danger de l'entrepreneuriat, c'est ce que moi j'appelle la solitude. Si vous êtes seul, vous n'y arriverez pas. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez vous associer à 50 000 personnes, mais ça veut dire, à minima, que votre entourage familial et amical soit encourageant. Supportive. Exactement, supportif. C'est ça. Évitez toutes ces personnes qui, de nature, sont négatives, quand bien même elles sont de votre famille, ne leur parlez pas du boulot. Et essayez de vous entourer autant que possible de personnes qui vous remonteront le moral au bon moment parce que vous allez en avoir besoin. C'est pour ça qu'on dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente. Tout à fait. On est la moyenne. La moyenne, voilà, moyenne plutôt la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Exactement. Et puis, seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Tout à fait. Alors, même chose quand vous choisissez votre cofondateur ou votre cofondatrice. On a tendance, et c'est naturel, de choisir des gens qui nous ressemblent parce qu'on a plus d'affinité avec ces personnes-là. Mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que justement, si la personne vous ressemble, vous serez en même temps dans le doute et il n'y en aura pas un pour remonter l'autre. Calibrer l'autre. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande de choisir des personnes qui sont totalement complémentaires et différentes, de manière à ce qu'elles fassent ce que vous n'aimez pas faire et vice-versa, et de manière à ce que quand vous soyez down, elles soient up et vice-versa, et que vous puissiez vous remonter le moral. Ensuite, un autre conseil, c'est de forger votre carapace, parce que vous allez tomber, et vous allez écouter des gens qui vont vous décourager, et il faut travailler sur soi pour réussir à dépasser. Parce que la critique, elle ne sera pas toujours constructive, malheureusement. Alors, la critique n'est pas toujours constructive, mais elle est toujours bonne à prendre. C'est ça. Parce que feedback is a gift. Il faut prendre le bon et essayer de dépasser pour revenir à ce que tu allais dire. Tout à fait. Alors, juste une chose, rappelez-vous d'un point qui est important, c'est que ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus forts, les plus intelligents ou les plus riches. C'est simplement ceux qui n'abandonnent jamais et qui continuent à y croire. Donc, l'abnégation est une des grandes qualités à avoir. Alors, bien évidemment, il ne faut pas
viser un cap et se dire soit j'y arrive, enfin je vais y arriver quoi qu'il arrive. Il faut viser un cap et se dire qu'il y a plusieurs chemins pour y arriver et itérer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui. pour améliorer le tir et s'assurer d'y arriver en think outside the box et en trouvant les bonnes solutions, parce que ce qu'on a prévu au départ ne s'applique finalement quasiment jamais. Ouais, je pense pas à les échecs. Tu as donné des conseils très pertinents et je t'en remercie. Parlons des réussites. Parlons des réussites. Alors, Smaïl Belkhiat, quels sont tes plus grands succès et tes plus grands moments de fierté? Alors écoute, je ne vais pas savoir répondre à cette question, mais j'ai une réponse qui est aussi un conseil. Il faut savoir savourer les micro-succès. Il ne faut pas attendre, je ne sais pas moi, d'avoir 1 million de clients ou d'obtenir une licence ou de lever des fonds pour en profiter. Parce que ça ne fera que reporter les choses et on n'est jamais satisfait de soi-même et on se dit toujours, bon, je vais attendre de signer ce contrat pour sortir au restaurant. Avec mon épouse, parce que n'oubliez pas, moi j'entreprends avec mon épouse, donc on est au travail ensemble, on est à la maison ensemble. Et c'est pas évident au vu de la pression qu'on subit, au vu de la difficulté de ce qu'on entreprend. Et donc on a pris la décision, elle et moi, de célébrer de petits succès. Super. Ça peut être simplement un message reçu d'un client satisfait qui nous remercie de lui avoir offert le service. C'est un succès et on en profite. Et c'est de ces micro-succès qu'on tire l'énergie nécessaire, l'ambition, la force et la volonté pour surmonter tous les défis au quotidien que l'entrepreneuriat vous apporte. Super. Voilà, désolé, je n'ai pas répondu à ta question, mais... Tu y as répondu, en fait, tu as répondu à celle que je voulais te poser ensuite, à savoir qu'est-ce que ces succès et ces réussites ont apporté à ton entreprise, à ton quotidien et à ton marché. Donc, le fait de célébrer des petits succès, ça te donne le souffle et l'énergie pour continuer. Donc ça, tu m'as répondu. Mais tu m'as aussi répondu à ma question indirectement. Quand, avant de commencer, en off, je te disais, tu te présentes comment? Et tu m'as dit, tech entrepreneur marocain et fier de l'être. Je pense que ça résume tout. Et surtout, pionnier, tech entrepreneur marocain et fier de l'être, ça résume les plus grands succès et les plus grandes fiertés qui te représentent. Enfin, je pense, après je peux me tromper. Tout à fait. Tout à fait. Écoute, le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait, d'être fier de qui on est et de sentir qu'on a de l'impact. Donc fier de l'être, c'est quand on a le sentiment qu'on joue un rôle sur Terre et qu'on peut aider son prochain grâce à un service ou un produit. Le self-esteem est très important aussi, c'est le fuel, et c'est le moteur de l'énergie, enfin en tout cas du fait qu'on avance dans l'entrepreneuriat. Donc soyez fiers de vous-même parce qu'il est certain que vous faites des choses extraordinaires. Donc ne sous-estimez pas ce que vous faites et continuez à y croire, vous ne pouvez que y arriver. Alors, Smaïl, je te prends en mot, pas sur ta dernière phrase, mais sur un petit peu avant. Tu me parles d'impact. Et justement, je voudrais savoir, rebondir sur ce terme impact pour te dire, de partager avec nous ta vision de l'avenir. Justement, quel regard portes-tu, Smaïl Belkhiat, sur l'avenir et quelle ambition as-tu pour l'avenir? Et ça c'est une question. Ouais, c'est une grosse question. C'est une grosse question. Je la retire après. C'est même philosophique. Mais écoute, moi je suis un amoureux de la tech parce que je crois aussi dans le pouvoir de la tech de pouvoir améliorer le quotidien de tout un chacun. On le voit déjà. J'aime citer des entreprises comme Neuralinks d'Elon Musk, qui a récemment aidé des personnes aveugles à retrouver la vue, des personnes tétraplégiques à pouvoir bouger certains membres qui jusque-là... Ça, c'est de l'impact. Ça, c'est de l'impact, mais surtout, ça montre que le futur sera, je l'espère, positif grâce à des avancées technologiques qui aideront
des personnes aujourd'hui en difficulté à mieux vivre leurs difficultés. Super, d'accord. Bah, on va oublier qu'on a les caméras devant nous. Et en off, si tu me parlais de ta vision des... Enfin, c'est pour t'encourager à parler. Des perspectives et futures tendances. Personne ne nous écoute, tu peux me parler des tendances. Alors, au Maroc ou au Maroc, dans ton secteur d'activité ou dans l'industrie des startups ou au Maroc, comme tu veux. Alors, au Maroc, pour moi, il y a énormément d'opportunités. C'est toute la force et la beauté du Maroc, c'est qu'il reste encore pratiquement tout à faire. Ouais. Moi, je suis dans un secteur particulier qui s'appelle celui de la fintech, donc la technologie au service de la finance. On est qu'au tout début de cette industrie au Maroc. On le voit parce que les chiffres montrent que le Maroc est encore très en arrière par rapport à des pays même moins développés sur d'autres secteurs. Et donc, mon ambition, c'est de participer à l'effort national d'inclusion financière pour permettre à la population marocaine de pouvoir bénéficier de certains services financiers. Et j'invite tous les aspirants entrepreneurs qui nous écoutent à réfléchir aux opportunités, parce que ce n'est que lorsqu'on crée un écosystème qu'on réussit à faire de l'inclusion financière. Donc réfléchissez à quoi faire dans la fintech, parce que c'est une industrie passionnante où il reste encore tout à faire et où on peut y arriver ensemble. Voilà, donc je vous invite à voir ce que c'est, vous inspirer de ce qui a été fait ailleurs et à réfléchir à comment est-ce que vous pourriez faire la même chose au Maroc, avec comme ambition tous ensemble qu'on combatte le cash, parce que le cash, malheureusement, au Maroc, est trop en circulation et qu'on pourrait tous ensemble, si on crée cet écosystème, le digitaliser, ce qui ouvrirait des portes à plein de belles choses. D'accord, super. Alors, j'ai commencé avec le général et je t'emmène petit à petit vers le particulier. Je t'ai demandé de me parler des tendances et perspectives futures nationales puis sectorielles. Puis maintenant, je voudrais un petit sneak peek sur tes perspectives et tes tendances à venir pour toi, Smaïl, et tes entreprises. Écoute, moi, mon ambition aujourd'hui, c'est de créer une banque digitale pour petits commerçants. Qui leur permettent d'ouvrir des comptes de paiement avec un RIB, qui leur permettent d'avoir une carte de paiement Visa, Visa qui est notre partenaire, qui leur permettent d'avoir des terminaux de paiement, leur permettant d'accepter des paiements par carte, mais qui leur permettent aussi de transformer leur petite boutique en point de service financier où ils peuvent proposer à leurs clients finaux différents services comme le paiement de factures, le transfert d'argent, la recharge de téléphonique, le paiement de taxes. Le Buy Now, Pay Later. Le Buy Now, Pay Later, bravo, BNPL, ou encore même la distribution d'assurance. Ouais. C'est un sacré projet et j'espère que, Inch'Allah, il verra le jour très bientôt. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. C'est gentil. Bien sûr, avec plaisir, Inch'Allah. Inch'Allah, tu arriveras à ton ambition et à la concrétisation de ce projet-là, Inch'Allah. Parlons conseils et ressources. Quels conseils ou quelles recommandations aurais-tu à donner à nos téléspectateurs et à nos auditeurs? Ce que tu veux, un conseil pratique, une recommandation, un livre, une formation, ce que tu veux qui te semble pertinent. Ok. Alors pour moi, la vie est un apprentissage continu. Il ne faut pas se dire, bon, bah, ça y est, on a fini nos études, on a tout compris, c'est fini. Il ne faut pas se dire, ça y est, on a 10 ans d'expérience, c'est fini. Au contraire, la vie est mouvante et il faut continuer à se former, à s'adapter, à comprendre et à apprendre. D'ailleurs, quelqu'un disait, parce qu'aujourd'hui on ne cite personne, probablement Napoléon, vis comme si tu allais mourir demain et apprends comme si tu n'allais jamais mourir. C'est pas forcément ça, mais oui, non, c'est l'idée. On s'est approché, c'est l'idée. Aujourd'hui, on ne fait pas dans la précision, dans les citations. Aujourd'hui, on n'est pas dans la précision. Mais c'est quelque chose qui ressort et je trouve ça très juste. Alors moi, je l'applique sur moi-même.
Et en fait, tous les soirs, avant de dormir, j'écoute le résumé d'un bouquin. D'accord. D'une durée de 20 minutes, qui est le temps nécessaire généralement pour que je m'endorme. Et j'utilise une application qui s'appelle Blinkist, qui est en anglais, mais il me semble... Je ne connais pas, mais je regarderai. c'est une application anglophone, mais il y a l'équivalent en français, elle s'appelle Coober. K-O-O-B-E-R, et elle vous permet d'écouter en 20 minutes différents bouquins. Moi, je m'intéresse beaucoup au développement personnel. D'accord. Donc, j'ai écouté quasiment tous les bouquins de développement personnel. Pouvoir illimité, Miracle Morning, tout à fait, Atomic Habits, Père riche, père pauvre. Exactement. D'accord. Donc, mais on en apprend beaucoup. D'accord. Et d'ailleurs, le lendemain matin, lorsque je me réveille, j'essaye de noter les 2-3 idées qui m'ont le plus plu dans une sorte d'agenda personnel, mon petit livre perso. Et tu te réveilles en mode Miracle Morning ou pas? Alors non, je disais tout à l'heure, je suis un lève-tard. Oui. Mais chacun sa nature. Chacun son rythme, oui. À un moment, il ne faut pas aller contre nature, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Éviter la casquette de on va faire comme tout le monde et comme il faut faire, et faire là où on se retrouve. Il faut apprendre à accepter qui on est. Il faut apprendre à composer avec ses défauts et tirer le meilleur de ses qualités. Pour devenir la meilleure version de soi-même. Moi, je ne suis pas forcément du matin. Par conséquent, je ne vais pas m'obliger à me réveiller à 5 h du matin pour aller faire ma méditation, mon sport, que sais-je encore. C'est pour ça que tu parlais de Miracle Morning. Oui, c'est ça, il y en a, il y a Six Savers, je crois. Voilà, non, après, tu peux les faire le soir ou à ton rythme au cours de la journée. L'idée, c'est plus un état d'esprit qu'une heure de réveil, finalement. Tout à fait. Alors, du coup, ta recommandation, c'est cette application de audio résumé de livres. Ma recommandation, c'est que vous pouvez toujours vous améliorer. Donc, n'hésitez pas à lire des bouquins de développement personnel. Ou comme moi, si vous n'avez pas le temps de les lire, d'écouter le résumé. Écoutez le résumé. C'est une astuce gain de temps, comme ça, sympa. Raccourci, voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est une astuce raccourcie. Quand on a 24 heures dans une journée, lorsqu'on est entrepreneur, ça suffit jamais. Ça suffit jamais, donc à un moment, il faut trouver des astuces. C'est ça. En parlant d'astuces, c'est l'heure du défi. Alors, j'ai un petit défi pour toi, si tu veux bien. Okay. J'ai une petite boîte que je vais te donner et tu vas prendre 3 défis. Comme ça, tu auras le choix. Ça marche. Et tu en choisis un parmi les 3 à faire. Bon, allez, on mélange. Donc, j'en prends 3, c'est ça? C'est ça. 1, 2 et 3. Et tu en choisis un. Ça va, donc au moins tu donnes le choix entre 3. Ça aurait pu être pire. Voilà, parce que certaines sont manuelles, d'autres sont intellectuelles, donc je te laisse la latitude de choisir au milieu de 3. Bon, très bien. Allez, je commence par le numéro 13. Bon, déjà, c'est pas bon signe. Utiliser un objet quotidien, comme une tasse ou un téléphone, pour démontrer une compétence clé. Waouh. Inventer une courte chanson ou un jingle sur votre entreprise à chanter a cappella. Alors déjà, si je fais ça, il va pleuvoir. Je pense que les gens qui nous écoutent, ils vont couper leur caméra. Non, catastrophe. Catastrophe, il n'y a pas pire que moi. Alors ensuite, on ne peut pas être bon partout après. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir naviguer sur ça. Einstein, tu vois, pour une fois, aujourd'hui j'ai une citation avec l'auteur. Einstein disait, si tu évalues un poisson à sa capacité à monter un arbre, il va échouer. Tout à fait. Tu vois qu'on peut être précis. C'est vrai que demander à un poisson de monter sur un arbre... C'est sûr que c'est mal barré. Alors, je vais utiliser un objet quotidien pour démontrer une compétence clé de mon entreprise. D'accord. Alors, moi, j'ai un objet pour toi, par contre. Alors, vas-y. C'est une boîte de lunettes. Alors, tu me dis comment cet objet peut illustrer une compétence clé ou une spécificité de ton entreprise. Alors, tu vois, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on va être créatif. Je stimule ta créativité et ton profil innovateur. Moi, mon métier, en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est justement d'aider toutes ces personnes qui ont du cash dans leur quotidien et qui le conservent
dans un porte-monnaie, dans une boîte, dans un tiroir. Je parle beaucoup aux épiceries, donc l'argent est dans le tiroir, dans un coffre-fort. C'est de leur dire, messieurs, ouvrez votre boîte. Tu vois ? C'est bien amené. Et faites en sorte de transférer l'argent qui est dans votre boîte, dans votre téléphone. Et vous savez pourquoi ? Parce que votre téléphone peut rentrer dans votre poche et en réalité, de manière sécurisée, vous pouvez oublier votre boîte que je te rends. Ouais, voilà, je la reprends, merci. Avoir l'ensemble de vos possessions dans votre téléphone qui peut vous aider derrière à faire du micro-saving, à analyser l'évolution de vos revenus et surtout, vous permettre de digitaliser des flux, montrer à des banques que vous existez, obtenir potentiellement du financement et réaliser l'intérêt et l'avantage d'utiliser des services financiers qui, ma foi, et moi c'est mon rêve vraiment, quand je sors le matin, et je le dis et j'espère que vous allez partager ce rêve avec moi, quand je sors le matin de chez moi, j'ai une petite routine qui consiste à dire, est-ce que j'ai pris mes clés ? Est-ce que j'ai pris mes lunettes ? Est-ce que j'ai mon téléphone ? Est-ce que j'ai mon portefeuille, c'est-à-dire mon argent ? Et en fait, quand on est à Dubaï, par exemple, ou ailleurs... On n'a besoin que du téléphone. On sort et on n'a besoin que du téléphone. Et le jour où ça m'arrivera au Maroc, je serai l'homme le plus heureux du monde. Le jour où je pourrai payer un gardien de voiture avec mon téléphone, ce jour-là, je dirais, j'ai réussi ma mission. Je suis sûre que ce jour-là viendra dans un avenir très proche, Inch'Allah. Alors, un dernier mot. Écoute, un dernier mot. J'aimerais dire à toutes les personnes qui nous écoutent qu'on a beaucoup de chance d'être marocains parce qu'on vit une période extraordinaire avec l'arrivée de la Coupe du Monde en 2030, avec une croissance économique, une stabilité politique, un gouvernement qui pousse vers l'avant, alhamdoulilah. C'est un monde d'opportunités. Je m'adresse à tous les Marocains qui nous écoutent et qui sont à l'étranger. C'est le moment de revenir, c'est le moment d'aider votre pays. Et ce n'est que tous ensemble, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais utiliser le mot écosystème. Ce n'est que tous ensemble qu'on pourra y arriver. Donc, Inch'Allah, le meilleur est à venir. Inch'Allah, le meilleur est à venir. En tout cas, Smaïl Belkhiyat, merci beaucoup encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce super moment de partage et d'échange. Je n'ai pas vu le temps passer et je t'en remercie. Merci à vous pour l'invitation et à très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. Au revoir.